7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors les actuelles manifestations en Allemagne, mais aussi avant cela en France, et d'ailleurs elles reprennent, ont attiré l'attention du public sur la situation des agriculteurs et éleveurs de France et d'Europe. Une situation dont nous avions déjà bien conscience ici sur Radio Courtoisie, mais qui semble s'empirer année après année. Et au-delà de cette atmosphère globalement compliquée pour nos éleveurs, certains doivent en plus individuellement faire face à la justice et à l'État. Aujourd'hui, nous recevons deux d'entre eux, Vincent Verschuer, éleveur de vaches laitières à Saint-Aubin-en-Bray, et Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de cochons laineux à Montjoie dans le sud-ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai hésité à raconter vos démêlés respectifs en introduction, et puis finalement je me suis dit que l'une des caractéristiques de notre radio, c'était précisément de vous laisser la parole. Et donc je vais vous proposer de commencer par ça. On va commencer par vous d'ailleurs, Pierre-Guillaume Mercadal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui aujourd'hui vous oppose en l'occurrence à votre mère ? C'est toujours cette fameuse histoire d'accès à mon habitation et à mon exploitation, à mon élevage, où il y a eu toute une histoire pour laquelle vous m'avez déjà invité 2 fois sur vos ondes. Et donc la situation a un petit peu évolué parce qu'il y a eu un accord de paix avec l'Anglais, mais en fait le maire veut à tout prix pourrir la situation et me refuser l'accès à ma propriété, tout simplement par fierté, parce que pour lui et son protecteur Jean-Michel Baillet, admettre de perdre contre un paysan, quand au départ on a quand même 2 oligarques et un maire contre un pauvre paysan, c'est un peu un coup dur. Donc ils veulent pas céder, donc on va se battre jusqu'au bout. Et alors là, plus récemment, c'est vos cochons qui sont tués, en l'occurrence empoisonnés, tués par balle. Est-ce que vous savez pourquoi ? En fait, si vous voulez, à part le maire de Montjoie et Jean-Michel Baillet, je me connais aucun ennemi. Donc bien sûr, je vais rien affirmer. Mais pour moi, c'est un service commandé parce que les animaux ont été tués de manière atroce, c'est-à-dire que ça a été des tirs au niveau des reins, du ventre. C'est des animaux qui ont agonisé. On en a même retrouvé un qu'on a dû achever nous-mêmes. Et après, clou du spectacle, un animal empoisonné. Donc dans ce cadre-là, après l'animal empoisonné, j'avais quand même la tête bien basse, donc j'ai été voir le maire pour voir si il pouvait goudronner ce chemin et qu'on arrête tout et qu'on en finisse avec cette histoire. Et il s'est tout simplement moqué de moi. Et quelques jours plus tard, l'écarissage, l'accès n'étant pas bon pour l'écarissage pour venir chez moi, j'ai pris la décision de lui amener un cochon et de lui mettre sur son bureau. Voilà. Et vous avez accompagné cette opération d'une lettre ouverte donc au maire et au préfet leur demandant d'agir. Voilà, oui, je les ai mises sur Internet pour que s'il continue à se passer des choses, que le préfet soit quand même devant ses responsabilités et que ce monsieur se décide un jour à me répondre, parce que des recommandés sans réponse au préfet et au maire, il y en a eu un paquet. Donc voilà, donc là c'est reparti en recommandé. Je l'ai pas encore fait, mais normalement aujourd'hui je vais envoyer une lettre au président des maires de France, parce que là en fait tout ce que je demande c'est le respect de mes droits et de la loi, techniquement. Et on me le refuse explicitement pour me pourrir la vie. Dans la dépêche, donc le journal de Monsieur Baillet qui tient toute la presse régionale du Sud-Ouest, et ils ont été jusqu'à raconter que le cochon avait celui que j'ai amené qui était empoisonné, qu'il avait une balle dans les poumons et que c'est pour ça qu'il avait de la mousse blanche dans les naseaux. Enfin, il suffit de lire l'article, c'est complètement incohérent. Ils s'en sont pris aussi au passé nationaliste de ma femme, comme si ça avait un rapport avec l'histoire. Ma femme avec qui je me suis marié en septembre, l'affaire dure depuis 6 ans. Je vois pas ce que ça vient faire là, et en quoi des opinions politiques feraient de moi un sous-citoyen qui aurait moins de droits ou plus de droits. Alors, d'ailleurs, vous étiez assez proche donc de Papacito, ce youtubeur qui avait fait des vidéos pour vous soutenir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous reproche aussi ? Ça, c'est le grand truc qui fait que la presse ne nous parle pas. Parce que du coup, on est l'extrême droite. Et si on est l'extrême droite, c'est les heures les plus sombres de l'histoire et il faut pas nous parler. Avant ça, j'étais un dangereux anarcho-communiste parce que j'étais à la tête de la Confédération paysanne de mon département. C'était le cas la première fois que je suis venu sur vos ondes. Mais du coup, de ma proximité avec Papacito ou Hugo m'a coûté ça, mais ça n'a pas d'importance. Moi Hugo, oui, c'est un de mes meilleurs amis, c'était mon témoin de mariage, je suis son parrain, enfin voilà, c'est... Raconter ce qu'ils veulent, ça m'est égal.
On va revenir du coup sur votre histoire ensuite. Maintenant, j'aimerais entendre Vincent Verschoer. Donc vous êtes en démêlé avec la justice concernant le bruit et l'odeur de vos vaches. Oui, tout à fait, oui. Je suis en procédure depuis maintenant 2010. Juste après mon installation, j'ai dû reconstruire un bâtiment pour répondre à tous ces normes environnementales imposées par l'Europe. Et suite à ça, 6 riverains ont lancé une procédure contre moi pour demander la démolition de ce bâtiment ainsi que des dommages et intérêts. Donc aujourd'hui, le 7 décembre dernier, ils ont obtenu définitivement ces 106 000 € de dommages et intérêts auxquels j'ai été condamné. La condamnation là-dessus est définitive et aujourd'hui, on sait que dans le meilleur des cas, on aura encore au moins 100 000 € de travaux à faire pour répondre à des aménagements d'isolation, de ventilation du bâtiment pour venir réduire ce fameux trouble qui a été reconnu. Donc voilà, quelque chose qui est quand même relativement conséquent et ça, c'est le meilleur des cas. C'est le cas où le juge vient statuer que ses propositions ont été suffisantes. Dans le pire des cas, ça peut être la démolition de ce bâtiment. Alors, on va en reparler tout de suite. Pour l'instant, il est presque 8 heures et donc c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, je reprends tout de suite avec vous, Vincent Verschoer. Donc, vous nous expliquiez que vous étiez condamné pour ce bâtiment que vous avez dû construire pour pouvoir abriter vos vaches. Et alors, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que initialement, vous aviez bien obtenu le permis de construire en bonne et due forme. Et donc, finalement, la justice revient sur sa décision. Oui, tout à fait. C'est ce qui est un peu le comble dans cette affaire, c'est que d'un côté, on vous impose de vous mettre aux normes, vous demandez un permis de construire pour construire ce bâtiment qu'on vous accorde, une autorisation ICPE qu'on vous accorde également, c'est pour mettre des animaux, ce qui vous autorise à mettre des animaux sous ce bâtiment. Et une fois le bâtiment construit, lorsque des voisins attaquent devant le tribunal, le juge vient annuler un permis de construire, vient vous condamner pour avoir construit un bâtiment qu'on vous a demandé de faire. Donc c'est un petit peu le comble de l'affaire. Oui, et alors on imagine bien en plus que ces démarches, ça doit prendre beaucoup de temps, ces constructions sont coûteuses. On imagine que vous vous sentez un petit peu accablé parce qu'en fait la situation pour les éleveurs en France est déjà très compliquée. Vous essayez de faire face et en fait malgré tout, même quand vous faites tout correctement, tout dans les normes et que vous réussissez à tout appliquer comme il le faut, eh bien on va finalement quand même derrière vous casser. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal bougé, que ce soit au niveau des syndicats agricoles, que ce soit au niveau des élus, puisqu'il y a quand même une grosse incompréhension. Le monde de l'élevage est quand même pas en croissance, c'est plutôt l'inverse. Il y a un fort déclin de l'élevage, puisque c'est quand même un métier qui est très prenant, qui est 7 jours sur 7, 365 jours par an, qui demande aussi beaucoup d'investissements, que ce soit personnel mais aussi financier, puisque c'est des normes à plus en finir. Et face à ça, on a des condamnations comme ça, et finalement, je suis une exploitation parmi tant d'autres. En fait, oui, on est proche d'habitation, mais comme 50% des éleveurs de l'Oise, l'Oise a cette particularité d'avoir les fermes qui sont historiquement dans les villages. Aujourd'hui, les accès aux pâtures sont forcément en général autour de la ferme, donc aller reconstruire un bâtiment au milieu de nulle part, c'est bien, mais ça veut dire élever des vaches hors sol et c'est pas forcément notre objectif, ni je pense les attentes sociétales aujourd'hui. Donc on se retrouve finalement pris entre des feux de chaque côté où on n'a pas de solution finalement. On a beau essayer de tout bien faire, finalement le résultat n'est pas là. Alors, vous parlez de ce fort déclin de l'élevage. Est-ce que vous considérez que le gouvernement français est en partie responsable de ce déclin ? Je ne sais pas si c'est plus le gouvernement que... Je pense que c'est un cumul d'énormément de facteurs qui fait qu'il y a ce déclin. Le premier facteur, c'est que les gens aussi aujourd'hui ont envie d'avoir une vie normale. Quand vous êtes éleveur, on ne peut pas dire que vous avez une vie comme tout le monde, puisque les congés, c'est quand même bien plus compliqué.
les horaires aussi, puisque si vous avez un village que c'est au milieu de la nuit, vous y allez, vous n'avez pas le choix. Donc c'est déjà une vie quand même qui est un petit peu, entre guillemets, à part. La deuxième chose, c'est qu'il y a entre le consommateur ce qu'il veut dans son idéologie et dans ce qu'il veut par rapport à son pouvoir d'achat quand il est dans la grande surface. Il y a quand même une grosse marge. Vous pouvez interroger une même personne dans la rue ou dans la grande surface, le discours ne sera pas forcément le même. Et c'est ce qui est un peu pour nous un petit peu compliqué, puisque on essaie de faire les choses au mieux dans les attentes sociétales de s'y adapter, donc d'avoir un maximum de bien-être animal, d'avoir un maximum de normes, de bien faire les choses. Et puis vous voyez que finalement dans la grande surface, le produit qui part le mieux, c'est le produit low cost qui vient de l'étranger. Donc c'est encore un facteur de plus. Donc le gouvernement a sa part de responsabilité, puisqu'on ne peut pas venir imposer à des éleveurs ou des agriculteurs ou même d'autres entreprises de répondre à un certain standard de normes et de laisser venir de l'étranger des produits qui ne les respectent pas du tout. C'est forcément la plus grosse part, je pense, de responsabilité du gouvernement. Pierre-Guillaume Mercadal, même question. Est-ce que vous considérez que le gouvernement, et alors vous peut-être même plus précisément la municipalité, est responsable en partie des difficultés auxquelles vous devez faire face en tant qu'éleveur ? Alors, dans mon dossier, sans repartir en long, en large et en travers sur ce dossier, si le maire avait eu un comportement d'élu normal, il n'y aurait juste jamais eu de problème, en fait, parce qu'il aurait fait appliquer la loi, il nous aurait mis dos à dos avec mon voisin britannique afin qu'on s'arrange ou pas, et en attendant, il aurait fait appliquer la loi. Il a fait tout l'inverse, donc 100% de la problématique est due au maire de Montjoie, sans l'ombre d'un doute ni d'un débat. Voilà. Alors ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, pour moi, le gouvernement, oui, est responsable, mais le vrai responsable, le vrai cancer du monde agricole, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne, c'est la façon dont est faite la PAC, c'est catastrophique. On pourrait en parler pendant 4 heures. Les accords internationaux, ça n'a ni queue ni tête et c'est en train de détruire au final, ça va détruire notre souveraineté alimentaire et on dépendra des pays autour alors qu'on a tout ce qu'il faut pour produire chez nous. Alors les agriculteurs allemands, en l'occurrence, aussi font face à ces problèmes. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on doit envisager à l'échelle européenne. Est-ce que vous, en tant qu'éleveur, vous auriez des solutions à apporter ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un problème qu'on ne peut pas résoudre, ou bien simplement qu'en fait, on ne vous écoute pas assez et qu'il suffirait de pas grand-chose pour réussir à en sortir ? Pierre-Guillaume Mercadal. Pas grand-chose, non. Enfin, il faudrait une vraie réforme en profondeur de la politique commune agricole, de la PAC, voire une sortie de l'Union européenne, parce qu'au final, on met plus dans le pot qu'on récupère en France au niveau de la politique agricole. Mais oui, enfin, pour moi, il y a tellement de choses à changer, si vous voulez. C'est extrêmement vaste. C'est-à-dire que si je commence on peut en parler pendant 3 heures, mais et puis sortir, bien entendu, sortir des accords qui nous font ramener de la viande d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, des choses qui sont complètement lunaires, parce que comme le disait Monsieur Verchuer tout à l'heure, on nous impose des normes très strictes, et à côté de ça, on fait rentrer des produits à bas coût qui n'ont qui ne se soumettent à aucune norme. Donc ça n'a pas de sens. C'est un suicide en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un gros paradoxe parce que actuellement, je vais parler de mon cas, j'habite à Paris, je vois un peu ce qui se passe dans les supermarchés et alors on fait énormément la publicité de l'élevage traditionnel. Enfin, ça devient un peu tendance de consommer les produits du petit producteur, etc. Et puis finalement, à côté de ça, on a aussi ce phénomène des citadins qui partent à la campagne, on les appelle les néo-ruraux, qui vont habiter au plus près justement de ces éleveurs, les mêmes qu'ils vont rechercher quand ils sont à la ville. Et une fois qu'ils habitent chez vous, et bien finalement ils se plaignent de l'odeur des vaches. On a eu des problèmes à cause du chant d'un coq. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fracture entre ces deux mondes en France ? Je vais commencer par vous, Vincent Verchuer. Oui, tout à fait. Il y a une fracture qui est là et aujourd'hui il y a aussi toute une partie de ces personnes qui ne connaissent plus le milieu agricole, qui se font une image de l'agriculture où c'est le petit paysan avec ses 10 vaches
pour parler de l'élevage laitier en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on connaît, de ces 10 vaches qui traient à la main avec son petit, voilà, la petite ferme d'il y a 50 ans. Et aujourd'hui, bah non, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Chaque exploitation a dû évoluer pour répondre à ces normes, a dû évoluer pour résister et est encore là aujourd'hui. Et bah, bien évidemment qu'il y a eu des changements et c'est plus forcément l'image qu'ils ont dans leur petite tête de voilà la petite ferme avec où tout est encore archaïque comme il y a 50 ans. Il y a eu des évolutions, on est des entreprises, faut les faire tourner, donc faut répondre à toutes ces normes, il faut bien les financer. Et il y a eu des évolutions, forcément. On le voit bien dans notre dossier où, bah, pour la partie adverse, on est une usine. Aujourd'hui, une ferme avec 2 associés avec 80 vaches laitières, c'est une ferme moyenne laitière. Sur le village, on est 3 éleveurs laitiers, on est la plus petite. Voilà, c'est des choses où les gens ils veulent bien que ça évolue pour eux, mais ils voudraient pas que ça évolue pour les autres, que ça reste un petit peu comme l'image qu'ils veulent en avoir, en tout cas, de l'agriculture. Et vous, Pierre-Guillaume Mercadal, vous ressentez cette fracture entre deux mondes? Alors oui, effectivement, mais en fait, le fond du problème, c'est que les gens qui viennent vivre à la campagne veulent la carte postale, en fait, et veulent le calme à tout prix, en fait, veulent des campagnes mortes, en fait, techniquement. Après, qu'il faille protéger l'environnement, la ruralité, les paysages, tout ça, ça coule de source, c'est évident. Mais quand on va, enfin c'est le principe, hein, quand on va à Rome, on fait comme les Romains, quoi. Voilà, donc les gens qui arrivent à la campagne doivent s'adapter à leur changement de vie, quoi. Enfin, c'est tout. Je peux pas vous dire mieux. Alors, vous, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que donc on a ce phénomène des néo-ruraux, ça c'est une chose. En l'occurrence, les problèmes auxquels vous devez faire face vous opposent à votre maire, qui lui, en revanche, est censé être très au courant de ce qu'est la vie d'un éleveur qui vit là, j'imagine, depuis plusieurs années. Alors, vous ne semblez pas d'accord, mais je vous laisse répondre du coup. Si vous voulez, ce monsieur, bon, après on l'a démasqué des dizaines de fois dans ses mensonges. Enfin, récemment, j'ai pu faire 2 vidéos qui sont extrêmement accablantes pour lui et qui ont eu fait, pour l'une d'entre elles, carrément des millions de vues. Enfin, mais il est édifiant, ce monsieur, je peux pas vous dire mieux. Si vous voulez, il va avoir 80 ans, il est habillé dernière mode, New Balance, tout ce que vous voulez, ce que je lui regrette pas, je m'en contrefous. Mais c'est un peintre qui vient de Normandie, c'est un citadin qui n'en peut plus. Il est arrivé peu de temps avant d'être élu pour la première fois, vu que là c'est son 2e mandat. Et il a bénéficié, voilà, de tous les appuis de son copain Jean-Michel Baillet. Un monsieur très, très intéressant. Donc peut-être que si nos élites se reconnectaient un peu à la réalité de la terre et vraiment de la ruralité et des conditions de vie de nos éleveurs, ça pourrait peut-être déjà apporter certaines solutions à vos situations. Pierre-Guillaume Mercadal. Ça changerait tout simplement. Et j'en profite pour dire quelque chose concernant Monsieur Verschuer, que je soutiens au passage dans son combat. C'est qu'il existe une cagnotte pour le soutenir en ligne, qu'on a pu pousser récemment à l'initiative. Je me permets de le remercier au passage d'un influenceur qui se prénomme, enfin son compte, c'est Retour aux sources. Et via l'aide de mon ami Papacito et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir Vincent, sa cagnotte est en ligne et se trouve assez simplement. Alors j'allais y venir, effectivement, Vincent Verschuer, vous, donc on voit que vous avez des démêlés avec la justice. Est-ce qu'autour de vous, vous êtes soutenu peut-être par votre maire, donc au moins il y a un influenceur effectivement qui s'est saisi du problème et qui tente de faire au mieux. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une partie de la population qui vous soutient et qui est derrière vous ? Oui, il y a quand même une grosse partie de la population qui soutient, que ce soit des élus, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des citoyens lambda. Et c'est ce qui donne encore un peu d'espoir en l'avenir, c'est que finalement, il y a quand même des gens encore qui s'intéressent à l'agriculture, qui ont conscience que s'ils se nourrissent aujourd'hui 3 fois par jour, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui font le job et qui viennent nous soutenir. On le voit bien sur cette cagnotte. C'est pas forcément... Quand vous avez 5 euros qui est mis, ça représente pas une somme très conséquente pour les personnes, mais quand vous voyez le nombre de personnes comme ça qui mettent 5 euros par-ci, 5 euros par-là, eh ben, vous dites qu'en effet, il y a quand même encore beaucoup de monde qui se sent concerné
par notre affaire, mais je pense par l'agriculture, tout simplement, qu'on cette reconnaissance du métier qui est exercé. Et ça donne encore un peu d'espoir en l'avenir. Je pense que, on le disait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que ça démarre beaucoup plus tôt dans les écoles que aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui sont élevés en ville, mais qu'un gamin n'a jamais vu une vache de sa vie, c'est pour moi pas logique. Je pense que c'est tout des démarches pédagogiques comme ça qu'il y a à faire et qu'il faudra, je pense, réaliser pour que réduire au maximum cette fracture avec la population. Il y a quand même encore aujourd'hui une bonne partie de la population. On parle forcément toujours de ce qui va pas, mais il y a énormément de population qui soutient l'agriculture. Mais il reste cette petite partie qu'il faut où reconnecter. c'est beaucoup plus compliqué. Et vous, Pierre-Guillaume Mercadal, vous vous sentez soutenu quand même? Soutenu dans le concret, oui, énormément, mais quand vous vous heurtez contre des gens qui ont un pouvoir à peu près illimité, parce que si le maire était seul, le maire de 100 votants, il aurait sauté depuis longtemps. Mais le problème, c'est les appuis qu'il a, qui sont très compliqués à déboulonner, parce que ce brave Jean-Michel Bailly reste l'un des hommes les plus puissants de France, donc quand il appuie sur les boutons, ça bouge. Mais on lui cédera jamais en fait. Donc voilà, peu importe, parce que tout ce qui nous tombe dessus, c'est signé, parce qu'en fait, il sait que nos prochains contenus vont être dédiés à son système et son héritage familial et le passé sombre de sa famille. Donc voilà. Mais pour en revenir sur la problématique agricole, par rapport à ce que disait Vincent tout à l'heure, au niveau des coûts, le problème est aussi que maintenant, et moi le premier, on dépense énormément dans beaucoup de choses superflues, beaucoup de choses qui n'existaient pas pour nos grands-parents, en fait. Et qu'avant, le budget alimentaire d'une famille, c'était la moitié du budget, en fait. Et aujourd'hui, il faut réduire ça pour avoir tout un tas de choses annexes autour. Et quelque part, c'est là aussi qu'il y a un problème, en fait, qui fait qu'on consomme beaucoup trop de choses et que au final, à la fin, pour ce qu'on mange, on veut pas ou on peut pas mettre les budgets nécessaires, en tout cas ceux que mettaient en proportion nos ancêtres. Alors, vous disiez que vous étiez à la tête de la Confédération paysanne. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur des syndicats et des organisations pour réussir justement à faire remonter ces problèmes? Alors j'ai essayé, je ne suis plus à la Confédération paysanne. J'ai essayé autant que j'ai pu, mais le problème c'est que soit on nous dit qu'on est trop petit, soit à un certain niveau, en fait je m'en suis rendu compte directement avec mon syndicat, c'est que celui qui fait tout bloquer, c'est Bailey, et Bailey, le problème c'est que il tient, en fait, de par son système, vu que c'est le premier propriétaire de presse régionale de France, de par son système, il a toute la presse du Sud-Ouest. En gros, de Perpignan à Bayonne, à part le journal Sud-Ouest, tout est à lui, quoi, techniquement. Dans mon département, il n'y a qu'un journal qui n'est pas à lui. Dans le Lot-et-Garonne, il n'y en a aucun. Enfin bon, bref, voilà, pour vous expliquer. Donc ce monsieur, en fait, place les élus. Lui-même a une carrière politique. Il a fait tout sauf président de la République. Ce monsieur, du coup, tient en fait les financements régionaux, départementaux, communautés de communes. Il a une centrale nucléaire sur sa commune. Donc bref. Il tient tout, donc les syndicats à un moment donné s'arrêtent aussi pour des questions de subvention. Donc maintenant, sur ça j'en dirai plus, parce que justement il y a un syndicat qui me propose de l'aide et qui se fout des subventions. Mais on verra tout ça, on verra ce que ça donnera dans le futur. D'accord. Vincent Verschoer, vous pouvez vous appuyer sur des syndicats? Oui, aujourd'hui la FNSEA est toujours à nos côtés, et c'est d'ailleurs elle qui porte cette cagnotte qu'elle a créée sur la plateforme GoFundMe pour nous soutenir. C'était encore elle qui a organisé la dernière mobilisation le 21 décembre dernier sur Beauvais suite à cette condamnation. Donc non, on a leur soutien. Après, bien évidemment qu'on ne peut pas revenir sur une décision de justice pour autant, et ce qui fait que ça reste très compliqué. Alors, vous parliez du fait qu'il faille peut-être sensibiliser et informer la population, peut-être même dès l'école, auprès des enfants.
Et Pierre-Guillaume Mercadal, vous soulignez justement ce problème, en l'occurrence vous, dans le sud-ouest de l'information, avec une seule personne qui détient toute la presse. Maintenant, vous avez quand même des façons de faire remonter, de sensibiliser à votre cause qui sont autres. Et je pense à des choses très concrètes et toutes bêtes, mais par exemple ces panneaux de village que les agriculteurs ont retourné ces dernières semaines systématiquement, c'est quelque chose qui a fait parler, c'est quelque chose qui a interpellé la population. Est-ce que vous avez encore des moyens d'action concrets? Est-ce que vous arrivez à vous en saisir? Pierre-Guillaume Mercadal. Moi, des moyens d'action concrets, à partir du moment où, si vous voulez, c'est toujours pareil, vu les pouvoirs de la personne que j'ai en face de moi, jusqu'au préfet, tout le monde est au garde à vous, en fait. Donc, je l'ai vu parce que si vous voulez, en 6 ans, j'en ai passé plusieurs, des préfets et des sous-préfètes. J'ai eu 2 sous-préfètes extrêmement courageuses et un préfet courageux. Depuis, il y en a plus du courage. Donc voilà, quand les gens sont aux ordres, c'est un peu compliqué. Si je bouge, en fait, ils attendent que je bouge une oreille. Si moi je retourne un panneau, je vais en garde à vue, si vous voulez. Et voilà ce que c'est ma vie. Donc en fait, la seule chose vu que dès que je vois le maire, il trouve le moyen de porter plainte pour ceci ou cela, je suis obligé de filmer tout ce que je fais avec lui. Mais vu son comportement, en fait, au final, je diffuse ça et je pense que c'est ça mon meilleur moyen d'action. Parce que ça montre son vrai visage, tout simplement, et à chaque fois, c'est extrêmement accablant pour lui. Vincent Verschuer? Des moyens d'action, disons que c'était un moyen de sensibiliser, de retourner ces panneaux. Ça fait chier personne, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, aller bloquer toutes les routes, c'est pas aider à avoir la population avec nous, quoi. C'est des gens qui ont aussi besoin de travailler, qui ont aussi une vie à avoir et c'est relativement compliqué de le faire, même si c'est pas par gaieté de cœur quand c'est organisé et qu'il faut en arriver là, il faut en arriver là. Mais c'est vrai que c'est des actions dans ce genre-là où on sensibilise la population, mais sans les gêner dans leur quotidien. Et forcément, à chaque village, à l'entrée d'un village, ça les interpelle. Donc je pense que voilà, c'était des démarches comme ça qui sont un peu chocs, mais sans gêner qui que ce soit. Après, est-ce qu'on a encore des grandes marges de solutions compliquées? Je sais pas si en arriver comme en Allemagne changera énormément les choses. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à une collaboration justement entre les agriculteurs français et allemands et peut-être même d'autres pays européens? Disons que pour collaborer, il faut que tout le monde soit sur le même piédestal et c'est même pas forcément le cas puisqu'aujourd'hui, tous les agriculteurs européens n'ont pas les mêmes règles, n'ont pas les mêmes normes. Donc, c'est toujours difficile de collaborer quand vous jouez pas dans la même cour, en fait. Pierre-Guillaume Mercadal, même réponse ou... Même réponse, oui, il n'y a pas le même pied d'égalité. Et puis, il y a des tensions, par exemple, entre Français et Espagnols, ou par rapport au modèle agricole, au type de produit, aux normes, aux prix, etc. Oui, donc finalement, on essaye aussi de tout normaliser, de tout mettre dans un même moule, et puis finalement, on voit que ça fonctionne pas et qu'il faut aussi permettre à chaque pays d'établir ses propres normes et ses propres règles en fonction des besoins de ses agriculteurs, ce qui pour l'instant n'est pas vraiment fait, puisque l'Union européenne pèse quand même très lourd sur les décisions politiques qui sont prises à ce niveau-là. Tout à fait. Et puis, comment dire, le problème de ces histoires d'union, c'est que pour moi, ce serait dans tous les cas une mauvaise idée parce que ce qui compte, pour moi, il est vital pour un pays d'assurer sa souveraineté alimentaire, en fait. Oui. Donc, on ne peut pas dépendre des autres, en fait. On a bien vu, même sur la période Covid ou les machins, la sacro-sainte Union européenne se tirer dans les pieds pour des masques. Alors, le jour où ce sera pour manger, vous imaginez bien les rétentions que ce sera. Donc, non, pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est fondamental. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit concerner d'abord notre nation. Question très simple pour finir et assez rapide, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'en tant qu'éleveur français, vous avez confiance en l'avenir? Vincent Verschuer, et puis on finira par vous, Guillaume Mercadal. Je pense, oui, qu'on a quand même encore un avenir qui est beau en France, puisque il y a des jeunes encore qui sont motivés à s'installer. On a de quoi produire, on sait produire.
On a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est une bonne organisation et une bonne ligne à suivre, entre guillemets, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau des syndicats, au niveau de tout un ensemble, parce que de la population aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit marcher ensemble du même sens pour que ça fonctionne. Et vous, Pierre-Guillaume Mercadal, vous avez confiance en l'avenir ? Alors, au niveau politique, pas du tout, parce que d'ici quelques années, la moitié des agriculteurs seront plus là. Donc, ça va créer des gros bouleversements dans les campagnes, ça c'est absolument évident. Et puis parce que j'ai aucune confiance dans le système politique français. Mais par contre, moi j'ai foi en Dieu. Donc je pense qu'on finira par s'en sortir. Mais que ça, c'est lui qui décide, c'est lui qui connaît la suite. Hein. C'est une belle note pour finir. Effectivement, dans ces cas-là, il faut avoir confiance parce qu'on espère, il n'y a pas de raison qu'il ne sauve pas les belles choses. Et je pense que les exploitations agricoles françaises en sont. Donc, on va espérer avec vous, Pierre-Guillaume Mercadal, Vincent Verschoer. Merci d'avoir été avec nous et puis bon courage pour la suite surtout.